Alors nous arrivons à l'un des autres moments architecturaux de la journée parce que traditionnellement, dans la structure de la journée, c'est Christine qui termine ce grand et large moment d'ouverture. D'ailleurs, on a appelé ça un moment de synthèse. Et après, on a changé ça, on a appelé ça synthèse et ouverture parce qu'elle est incapable de clôturer les choses. C'est sa tournure d'esprit. Au moment où on lui propose de terminer, bien, ça relance, donc on repart toujours très très nourri. Mais avant de lui donner la parole, je dois faire quelque chose que j'ai oublié de faire. J'aimerais donner juste 1 minute la parole à Philippe Lehmann, l'un de nos collègues ici dans l'école, qui a juste une annonce à faire. Et je m'excuse de t'avoir oublié en début d'après-midi. On y débattra de nombreux aspects qu'on a abordés aujourd'hui sous un aspect plutôt dual d'une personne à l'autre, parce que ce que Christina Ferreira nous a montré est tout à fait dans l'esprit d'une sentimentale publique. Et je vous recommande de prendre des prospectus. C'est la morphologie. J'ai malheureusement une française, donc ceux qui ne sont pas intéressés, laissez-la. Merci Philippe. Donc Christine Perinoli est anthropologue, doyenne ici de l'unité de recherche en santé, mais l'appellation a changé, je crois, non ? Pas encore, voilà. Donc pour la 7e édition, on changera Voilà. Donc doyenne de l'unité de recherche en santé. Nos routes se croisent depuis une vingtaine d'années maintenant, puisque nous étions étudiants à peu près ensemble en anthropologie à l'université et on a toujours du plaisir à se retrouver. Enfin, Christine dit qu'il est impossible pour elle de faire cette tâche à laquelle pourtant elle s'attache chaque année et avec beaucoup de plaisir, je crois. Bien, alors je te cède la parole. Beaucoup de plaisir parce que c'est toujours très intéressant, mais je dois dire que suivant les sujets, je me sens plus à l'aise de broder autour et aujourd'hui, c'était extrêmement dense. Alors je reprendrai peut-être pour commencer les mots d'Agustín Casalia ce matin. À 10h, tout était dit. C'est dire qu'effectivement, je ne vais peut-être pas rajouter grand-chose et en tout cas pas m'atteler à l'idée de synthétiser stricto sensu tout ce qui a été dit parce que c'est vraiment extrêmement riche. C'était très riche par les contenus de chaque intervention, bien sûr, mais j'ai trouvé, c'est souvent le cas, hein, il y a chaque fois un effort de pluralité de regards qui est fait, mais je trouvais que cette année, vraiment, la multiplicité des regards était particulièrement intéressante, puisque sur la guérison, on a eu des regards de soignants, des regards, et je parle à dessein d'une manière profane, hein, puisque j'en profite puisque je ne suis pas soignante, donc des regards de malades guéris ou pas guéris. On a vu les regards de pères praticiens, les regards de chercheurs, de cliniciens, de chercheurs issus de différentes disciplines, puisqu'on a eu la psychanalyse bien sûr, la psychiatrie, l'histoire, la sociologie, la philosophie, et là, je vais vous faire encore un petit détour par l'anthropologie, comme Christian l'a rappelé. Donc un regard profane par rapport à la santé, un regard d'anthropologue, qui va me permettre de nouveau de déplacer un tout petit peu le regard et de poser quelques-unes des questions que vos interventions ont suscitées au fur et à mesure que je vous écoutais. Des questions qui seront à dessein parfois un peu provocatrices et des questions que je vais positionner plutôt au niveau de la pensée et des valeurs de notre société ou de la norme. Hein. Le sujet, on l'a à peine esquissé ce matin, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellée autour de ces questions de la norme et au niveau de la collectivité. Alors, l'anthropologie de la santé, de manière un petit peu classique, elle observe les malades, je le dis de nouveau avec guillemets cette fois-ci, dans leur quête des causes de la maladie, des moyens de guérison. Elle va observer les itinéraires thérapeutiques, les acteurs concernés, pour faire exotique les sorciers, les désenvoûteurs, les marabouts, etc. Et elle va observer les pratiques de tous ces acteurs, par quels rituels ils en arrivent à penser cet équilibre, comme on l'a dit, instable, précaire, dynamique, en tout cas, entre la santé et la maladie. De ce fait, l'analyse anthropologique ne dissocie pas la maladie de l'ensemble de la vie et de la pensée de ceux qui sont atteints comme de ceux qui soignent ou de ceux qui sont sains.
Et c'est pour ça que, peut-être un peu à l'instar du regard philosophique qu'on a eu ce matin, l'anthropologie s'intéresse à toute la pensée symbolique autour de la maladie, de la guérison, de la santé. Et bien évidemment, elle aborde cette pensée plutôt au niveau du collectif, donc en lien avec les normes et les valeurs des sociétés. En croisant ce regard anthropologique avec les réflexions que nous avons menées hier soir et aujourd'hui, je vais donc surtout poser quelques questions, justement, probablement pas pour conclure, j'en serais bien incapable, je crois que ça a soulevé énormément de questions, mais justement pour réfléchir plus seulement autour de la clinique, autour de ça, mais autour de ces normes de société qui me semblent, à moi en tout cas, très importantes en lien, et on l'a bien vu dans la conférence de Christina. Alors, nous avons parlé de guérison, alors que les médecins, les infirmiers et autres professionnels de notre société s'opposent volontiers à l'idée d'être des guérisseurs. Ils vont laisser ça justement pour les sorciers des sociétés traditionnelles. Eux, ce sont des soignants. Et je pense que la distinction n'est pas anodine au regard de ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Madame Cartier nous a rappelé hier que la pratique soignante est un processus dont le résultat est incertain, alors que les malades, et peut-être la société, veulent des certitudes. Que dois-je faire pour guérir? Quand est-ce que je vais guérir? Est-ce qu'on va reconnaître que je ne peux pas guérir? Donc on a besoin, on a un double mouvement justement entre ce cheminement incertain et une quête de certitude de l'autre côté. Alors une autre chose qui est importante, c'est que du point de vue de l'anthropologie, la guérison ne relève pas nécessairement seulement de la pratique de soins, mais plutôt de la pensée émique, à savoir la pensée des personnes qui sont dans ce cheminement de guérison et que l'on nomme parfois malades, bien sûr, parfois de simples originaux. Quand on voit quelqu'un, je vois souvent une personne à Lausanne qui va faire ses courses en chantant à tue-tête et tout le monde le regarde bizarrement. Bon, malade, pas malade, on ne sait pas très bien. Parfois, on les nomme artistes et on a vu hier soir la question de Barthes avec son journal du deuil. On réfléchissait autour de ça. Est-ce qu'il n'est pas malade parce qu'il écrit? Est-ce qu'il écrit, il est malade quand même? Pas malade? Enfin bref, on peut penser à Camille Claudel dans un autre exemple de l'art. Est-ce qu'elle était malade parce que trop amoureuse? Quelle était véritablement sa pathologie? Elle a commencé à produire de l'art, elle a été internée de force. On peut penser bien sûr à l'art brut aussi, puisqu'on est à Lausanne avec ce musée de l'art brut. Donc il y a des choses qui s'agencent de manière à ce qu'il est difficile de trancher pour catégoriser les gens dans une catégorie ou dans l'autre. Et ainsi posée, la maladie me permet de revenir sur une question esquissée justement ce matin très rapidement, celle de la norme, du rapport à la norme, et même, on l'a vu avec Christina, celle du rapport à la loi, puisqu'aujourd'hui nous avons une injonction légale à guérir. Une injection, peut-être, le lapsus peut être révélateur. Hier soir, on a discuté de cette question du deuil, notamment en abordant ce fameux journal de deuil de Barthes, et on est arrivé à l'idée qu'il pouvait y avoir une distinction à partir du deuil, mais on pourrait le faire avec d'autres événements de la vie, une distinction entre ce deuil normal, j'y mets des guillemets, et le deuil pathologique en fonction de la possibilité ou de la capacité de la personne à vivre ou pas avec sa tristesse, voire avec sa dépression. Mais si la santé est un état de bien-être, comme le rappelait l'OMS, et là je vais être à dessein un peu provocatrice, cela revient à accepter que la personne soit en souffrance, soit jusqu'au jour où elle trouve son mal insupportable et où elle consulte, à ce moment-là on va poser un diagnostic, soit jusqu'à ce qu'elle trouve sa propre voie de résilience, par exemple l'écriture ou d'autres choses. Or, ce moment du diagnostic n'est pas nécessairement en lien ni avec la durée, ni avec le sens, ni avec la réalité de la maladie, mais bien plutôt avec l'étiquetage social par les personnes autorisées. Si je schématise un tout petit peu grossièrement les propos de Dominique Herzog ce matin, on a l'impression que tout va relativement bien pour lui, vu de l'extérieur, jusqu'à ses 31 ans, puis il entre en grave dépression, voire même on lui diagnostique des troubles bipolaires. Or, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en retraçant sa trajectoire de guérison, et j'insiste sur celle de guérison et pas de maladie, eh bien, vous êtes remonté jusqu'à votre enfance, à vos 10 ans, sauf erreur, vous aviez l'impression d'avoir une première résilience. Alors, c'est comme si on avait posé la guérison avant de poser la maladie, en quelque sorte.
hein. D'où l'idée peut-être de dissocier finalement effectivement ce diagnostic. En fait, ça repose la question de comment et qui pense la maladie. Alors, est-ce à dire que ce n'est pas nécessairement le malade, je le dis entre guillemets, qui est autorisé aujourd'hui, ou peut-être à d'autres moments, à dire ou à penser la maladie, c'est-à-dire à se dire dans cet état de mal-être, si l'on reste proche de la définition de l'OMS, ce n'est donc pas le malade, mais d'autres acteurs qui appartiennent à différents mondes, évidemment celui médical, indéniablement, mais aussi à différents champs du fonctionnement social. Et je dirais que là, il y a vraiment deux champs qui ont l'air d'être vraiment dominants par rapport à ça. C'est par rapport à tout ce qui est l'ordre de la sécurité, par rapport à la délinquance, on y est arrivé rapidement ce matin aussi, et par rapport, d'un autre côté, à la capacité de la personne à travailler et à répondre au niveau de performance exigé, hein. Et on a vu là effectivement qu'on en arrive même à avoir des juges qui décrètent à la fois si la personne est malade ou pas, si elle souffre vraiment ou pas, et y compris si elle est guérissable ou pas du tout. Si on n'a plus qu'à arrêter les soins, ça coûtera moins cher à nos assurances maladie parce que de toute façon, elle est inguérissable. Donc on voit bien finalement que différents acteurs sont autorisés à penser cette maladie et cette guérison, différents acteurs qui ne sont pas toujours dans la même perspective, pour ne pas dire pas souvent dans la même perspective que la personne concernée. Alors, il y a aussi une chose qui m'a interpellée hier soir, on a parlé de ce deuil et de cette tendance actuelle à médicaliser toute tristesse, hein, puisqu'on a vu qu'aux États-Unis, on aurait tendance à dire que n'importe quel deuil doit faire l'objet d'une cure, d'un médicament, etc. Et ça, moi, je pense sincèrement aujourd'hui qu'on est dans une dérive, on pourrait le généraliser à d'autres types d'émotions douloureuses, une rupture, voilà, une absence de travail, etc. Ce qui m'amène à questionner qu'est-ce qui est à soigner au final là derrière. Soigne-t-on le malade en devenir, l'endeuillé, qui est juste triste mais qui pourrait gravement devenir dépressif? Soigne-t-on un vrai malade, une personne momentanément submergée par ses émotions et qui ne serait de ce fait pas en bonne santé? Mais alors qu'est-ce que la santé? Ou soigne-t-on la société et son besoin d'individus qui fonctionnent bien, qui soient performants selon ses propres exigences? Et j'en reviens à ce que tu disais, Christina, qui m'a aussi interpellée dans l'un des slides que tu as montré par rapport à cette question de l'AI. On a des individus qu'on essaye de réinsérer, mais bon, dans certains cas, ils arrivent à démontrer qu'ils n'en sont pas capables, ou que, et ça je le trouve significatif, cette réinsertion serait insupportable pour la société. Qu'entend-on par là? Ils sont tellement bras cassés qu'au lieu d'être performants, ils empêcheraient la performance d'arriver là où on veut qu'elle arrive. Telle est la question. Donc pour moi, il me semble qu'il serait intéressant de questionner ce lien entre fonctionnement social et guérison. Hein, en d'autres termes, je me questionne sur la façon dont la santé est définie, pas seulement par rapport à un état pathologique, mais plutôt par rapport justement à ces normes, à ces fameuses valeurs sociétales et à l'exigence finalement que tout individu fonctionne selon ces normes. Aujourd'hui, l'une des valeurs centrales est effectivement la performance. Pourrait-on alors dire que, ou questionner en tout cas le lien entre la maladie mentale en particulier, la guérison et la performance sociale? Si je poursuis le raisonnement en m'intéressant à la question des pervers, je le mets avec beaucoup de guillemets, mais comme on en a parlé déjà ce matin, cette question défraie la chronique avec insistance. À chaque cas, il y en a eu plusieurs en Suisse romande récemment, on va vraiment s'insurger là autour et avec raison. Je suis aussi mère d'une petite fille, je n'ai absolument pas envie que quelque chose de cet ordre-là lui arrive. Pourtant, on touche ici à quelque chose de l'ordre d'une deuxième valeur, à mon avis, centrale pour notre société, c'est le contrôle. Et là, je remercie Colette Comte de ce matin de nous avoir expliqué, finalement, effectivement, dans l'étymologie, ce lien entre le contrôle et le bon fonctionnement, parce que c'est exactement là où je voulais en venir. Donc, on va demander, dans ces cas-là, aux médecins, effectivement, une maîtrise parfaite de ce que l'individu sera capable de faire ou pas, et bien évidemment des réponses définitives à ce sujet. Oui, il est guéri. Non, il ne peut pas l'être. Il ne le sera jamais, il doit rester enfermé. Mais on n'accepte jamais une réponse en termes de peut-être. L'incertitude est intolérable du point de vue de la société,
alors quelle est la norme du point de vue médical, puisqu'on a vu que c'est justement cette incertitude qui permettait d'avancer. C'est dire que on ne peut plus garder ce positionnement d'être au milieu du gué, pour reprendre à nouveau une image qui a été évoquée tout à l'heure, mais qu'on doit vraiment savoir de quel côté on se situe. Et si on estime parfois avoir largement dépassé les conceptions naturalisantes du XVIIIe, que Nicole Delman nous a rappelé tout à l'heure, on voit quand même ressurgir une forte ambivalence, à mon avis, entre cette volonté de contrôle, cette injonction à guérir ou à exclure une personne de la société, et l'idée sous-jacente de ces discours qui tend à nouveau aujourd'hui, à mon avis, à concevoir ces pathologies comme des dégénérescences irrémédiables, voire héréditaires. On a donc effectivement une tension entre cette question de l'incertitude et l'injonction finalement sociale à la certitude, qui à mon avis est problématique quand on réfléchit autour de la question de la guérison. Le soignant d'aujourd'hui ne doit donc pas nécessairement soigner, il doit guérir ou éliminer. Je le dis drastiquement, mais finalement, l'institution pénitentiaire s'est ici substituée à celle de la psychiatrie pour exclure de la société ces personnes anormales. Du coup, la question se pose de savoir si nous sommes encore à même de concevoir la guérison comme un équilibre dynamique instable, comme une trajectoire, traverser ce gué, de savoir si nous ne la concevons pas plutôt aujourd'hui simplement en rapport au contrôle, à la performance, bien sûr de manière réductrice, je vous l'ai dit, je voulais à dessein être un petit peu peut-être provocatrice, mais de nouveau j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de guérison par rapport au fonctionnement et au bénéfice social plutôt que par rapport à ceux de l'individu, de son bien-être, de son bénéfice. Si je pense les choses un petit peu plus loin, je pourrais dire si je suis dépressive et suivie par ma psy pendant 10 ans, dont la moitié sous Prozac, cette fameuse pilule du bonheur qui permet bien évidemment de reparticiper à la vie sociale et surtout professionnelle, est-ce que je suis vraiment malade avant mon premier congé maladie? Personne ne le saura que je consulte et que je mange du Prozac. Ça me fait penser aussi au dessin de Mix et Remix. On l'a vu très rapidement ce matin, il n'a pas été remis souvent, mais effectivement, où l'on voit ce patient demander à son soignant de lui laisser retrouver sa vie de dingue, de nouveau cette performance professionnelle. Et en ceci, le Prozac peut être questionné. Bien sûr qu'il soulage, loin de moi l'idée de le nier, mais il permet aussi de continuer à fonctionner malgré son mal-être, et je le mets avec des guillemets, parce que loin de moi l'idée de le minimiser. Si on est hospitalisé pour dépression, comme nous l'a décrit Bernard Frémont ce matin, et que le diagnostic est plutôt celui d'une grande intelligence, on dirait aujourd'hui haut potentiel, a-t-il le droit de se dire malade et de se laisser porter vers la dépression, alors que la société considère au contraire que c'est de la chance et qu'il devrait être envié par les autres de cette intelligence supérieure? Du coup, sa responsabilité n'est pas tellement celle de guérir, mais plutôt celle de ne pas gaspiller ce potentiel valorisé par une société dans laquelle l'intelligence est pensée en lien étroit, de nouveau, avec la performance. Si l'on conçoit la guérison comme ce que l'on fait de la maladie ou des événements douloureux, comme on l'a relevé ce matin, comment maintenir cette liberté de guérir, de se dire malade ou en bonne santé, contre un certain discours médical, un certain discours social ou juridique et ses contraintes. Cela revient un peu à reprendre les termes de Nicole Delman, comment trouver aujourd'hui un équilibre entre la liberté du malade et l'autorité, qu'il s'agisse de l'autorité médicale ou de celle du juge qui va permettre la reconnaissance de l'invalidité ou pas. En d'autres termes, la guérison dans le champ de la santé mentale est-elle en lien avec le bien-être et la qualité de vie de la personne ou avec ceux de la société? C'est la question que je pose ici. Soigne-t-on la personne pour guérir la société, dans une logique où le malade serait alors peut-être cette verrue sur la police de la société, verrue qu'il convient bien sûr d'éradiquer? Je crois bien sûr que tel n'est pas le cas, bien au contraire. Mais il me semble qu'il y a quelques glissements, au moins dans le langage et les pressions de certains groupes sociaux, que ce soit au niveau politique par rapport à des assurances, que ce soit pour faire changer la loi, pour faire interner des gens, pour refuser des traitements à des gens aussi. Certains de ces glissements m'incitent à penser qu'il est essentiel de réfléchir à un dilemme.
Ce dilemme étant peut-être comment se permettre de vivre dans un équilibre dynamique instable qui implique peut-être quelques pas en arrière ou quelques pas sur des chemins de traverse, alors que notre société exige au contraire des performances prévisibles, stables, contrôlables, dans un cheminement linéaire vers le mieux. C'est la question que je voulais vous poser un petit peu pour terminer cette réflexion. Pour moi, j'ai vraiment réussi à poser des jalons extrêmement intéressants aujourd'hui, donc je veux vraiment vous remercier pour tout cet apport. Et voilà, je ne sais pas si je ferai la synthèse l'année prochaine ou pas, mais je me réjouis en tout cas d'entendre la prochaine problématique parce que j'ai vraiment l'impression d'une continuité dans la construction d'une réflexion. Une réflexion à plusieurs voix, une réflexion extrêmement riche, avec des apports extrêmement variés. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Voilà.